Bonjour Geoffroy Didier. Bonjour. Vous êtes député européen, vous êtes membre du Parti Les Républicains, vous êtes aussi vice-président de la région Île-de-France. Plein de sujets qui concernent vos fonctions. Sur le prélèvement à la source, le gouvernement et le président de la République doivent décider aujourd'hui, fera pas? Je suis incapable de vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas une bonne réforme pour les Français. Pourquoi? Parce qu'elle vise à complexifier leur vie quotidienne. C'est exactement l'inverse de l'argument de Gérald Darmanin. Il dit tout le temps, il bastonne simplification, simplification, simplification. C'est ça? Mais quand le contribuable revient à faire des avances à l'État et lorsque les entreprises doivent faire le travail de Bercy, vous avouerez que pour les ménages comme pour les entreprises, ce n'est pas une bonne réforme. Et puis surtout, qu'elle soit abandonnée ou pas, on aura découvert durant ces derniers jours un amateurisme au sommet de l'État qui est particulièrement préoccupant, avec d'un côté un ministre du budget qui nous a expliqué, le Dixit, qu'il n'y aurait aucun bug administratif et technique, et de l'autre côté, une note interne de Bercy qui démontre tout le contraire. Dont on n'a pas encore vérifié la provenance ni la date. Peut-être des choses ont été... Juillet, cet été. Des choses ont été réglées depuis. Mauvaise réforme, dites-vous, donc il faut l'abandonner? Je crois, oui. Ouais. Je crois qu'il faut l'abandonner et qu'il faut surtout donner la priorité à de véritables réformes de structure sur le fond. Il y a des réformes qui ne sont pas aujourd'hui mises en œuvre et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne fait pas preuve du courage politique qu'il avait pourtant affiché il y a quelques mois encore et qui sont des réformes qui visent à baisser la dépense publique puisque en réalité c'est en baissant la dépense publique que l'on pourra se reconstituer des marges de manœuvre et faire augmenter la croissance. Vous plaidez pour un recul du gouvernement, un recul du chef de l'État et je suppose que dès lors que ce serait fait, vous critiqueriez la manière dont il gouverne en zigzag? Non, je ne crois pas. J'essaie de faire preuve de cohérence. Et la seule chose que je dis, c'est que cette réforme imaginée par François Hollande, pour des raisons politiciennes, ne doit pas faire preuve d'un entêtement de la part du gouvernement actuel, qui doit se concentrer sur l'essentiel, encore une fois, la réduction de la dépense publique. L'essentiel aujourd'hui pour le chef de l'État, c'est aussi de nommer un ministre de la transition écologique, ou en tout cas un successeur à Nicolas Hulot. À votre avis, pourquoi est-ce que Emmanuel Macron semble avoir tant de difficultés à trouver quelqu'un qui représente la cause écolo? Parce qu'en ce moment, il a du mal à se décider et qu'il semble un peu perdu et que pour un remaniement qui semble se profiler comme étant à minima, de poste à poste, que d'hésitation, que de jours perdus, que de vacances du pouvoir, la seule chose qu'on attend, c'est d'avoir une équipe et puis surtout une cohérence au sein du gouvernement, un véritable cap clair. Il y a des choses qui ont pu être faites en faveur de l'écologie depuis quelques mois. Tant mieux. Il y en a d'autres sur lesquels il y a eu beaucoup de contradictions, par exemple sur le glyphosate. Ce que l'on attend aujourd'hui, c'est que chacun soit à son poste et encore une fois, pardon d'insister Nicolas Bétou de si bon matin, mette en œuvre des réformes structurelles, celles que les Français méritent. Mais sur l'équipe elle-même, imaginons que l'opposition actuelle est aux manettes, il y a beaucoup de personnalités qui représentent l'écologie, qui portent sur leur nom, sur leur figure, sur leur réputation, la cause écologique. Il y en a beaucoup dans vos rangs? Pas suffisamment. Ouais. Et je crois qu'il n'y a pas... Et donc, c'est pas illogique que de l'autre côté non plus, on ne trouve pas énormément de candidats qui aient la même stature et la même notoriété que Nicolas Hulot. Pardon, mais il en suffit d'un et il en existe plus d'un. Et j'ai toujours considéré qu'on n'avait pas besoin d'être écologiste pour être écologique et que l'écologie était une cause qui transcendait les clivages partisans. Donc j'espère qu'Emmanuel Macron ne va pas céder à des considérations purement politiciennes, tactiques et partisanes et chercher celui qui soit de droite, de gauche ou de la société civile qui est le meilleur et le mieux armé pour mettre en œuvre encore une fois des réformes de structure puisque ce sont celles-là aujourd'hui que les Français attendent. Y compris, dites-vous, s'il vient de vos rangs, une défection de plus, c'est ça? Mais on ne fonctionne pas comme ça. Ah, quand même. Il y a des individualités. La droite a été abîmée par le fait que Édouard Philippe, le ministre de l'économie, des finances, le ministre du budget et d'autres encore viennent de vos rangs et ont déstructuré l'opposition. Non. Ce qui a abîmé la droite, c'est son incurie depuis trop d'années. C'est son incapacité à mettre en œuvre des réformes de structure. C'est son décalage entre la parole et les actes. C'est le fait que, par exemple, nous supprimions des effectifs de police au moment où nous disons, et chacun, évidemment, des Français le ressent, qu'il y a besoin de plus de sécurité. Ce qui a fait perdre la droite, ce n'est pas Emmanuel Macron et ce ne sont pas les quelques individualités qui ont cédé aux sirènes du pouvoir. Ce qui a fait perdre la droite, c'est son manque de courage pendant trop nombreuses années. Et ça n'est pas sa désunion? Bien sûr que si.
Bien sûr que si. On voit la rentrée Oui. politique aujourd'hui, Bien chaque sûr. chapelle dans son arrondissement, et ça n'est pas une union très prometteuse. Les ambitions individuelles datent de la Grèce antique et ce n'est pas le quinquennat d'Emmanuel Macron qui va changer la donne. La seule chose qu'il faut, c'est un état d'esprit collectif. C'est un esprit d'équipe qui existe autour de Laurent Wauquiez aujourd'hui, qui doit exister au sein des Républicains dans son ensemble et même au sein de tous ceux, alors même que certains d'entre eux ont cru à Emmanuel Macron alors qu'ils voient l'illusion se dissiper, qui doit exister au sein de tous ceux qui veulent une alternative solide, forte, responsable et intelligente à Emmanuel Macron. Vous êtes député européen, vous êtes membre du PPE, c'est-à-dire le groupe parlementaire qui rassemble les droites européennes, et on compte parmi les membres de ce PPE Viktor Orban, c'est-à-dire le chef de l'État hongrois, qui est parmi les populistes, disons celui qui en Europe est probablement le plus à droite, même à l'extrême droite. Est-ce que ça vous dérange? Non, puisque vous-même vous l'avez dit dans la question, ce sont des droites européennes. Et le PPE va d'Alain Lamassoure, de droite très modérée, à Viktor Orban, qui est beaucoup plus musclé. Et je crois que nous avons intérêt précisément... Et qui, comme on dit de quelqu'un qui déjeune avec le diable, qui déjeune avec Salvini, le ministre de l'Intérieur italien, qui, en l'occurrence, n'est pas non plus d'une nuance parfaite. Non, je ne sais pas si Salvini c'est le diable, mais en tout cas, moi j'évite de donner des leçons de morale au peuple italien. Donc Viktor Orban est bien avec la droite républicaine. Je considère aujourd'hui que nous devons parler à tous les dirigeants européens, même ceux que nous n'aurions pas choisis si nous faisions partie de leur peuple, et que notre responsabilité c'est de regarder les problèmes en face, et chacun sait aujourd'hui que la maîtrise des flux migratoires n'est absolument pas résolue par l'Union européenne, et qu'il faut des positions beaucoup plus musclées. Moi je propose par exemple qu'on mette des hotspots en dehors de l'Europe plutôt qu'au sein de l'Union européenne, et puis qu'on mette sous séquestre ces bateaux qui sont en réalité pilotés par de prétendues ONG. Il faut casser le business de ces passeurs. Alors qu'on le fasse avec Salvini, avec Viktor Orban ou avec d'autres dirigeants plus modérés, je ne le sais pas. La seule chose que l'on attend aujourd'hui et que les peuples européens attendent, c'est de l'efficacité concrète. Pardon de revenir à la politique politicienne, mais est-ce que c'est indifférent pour vous de siéger avec un Viktor Orban, un Salvini, si toutefois ça se produisait? Est-ce que c'est indifférent de siéger pour vous en Europe avec ceux qui travaillent directement et qui se revendiquent d'une proximité avec Marine Le Pen? Comme je vous vois venir, je vais malheureusement vous décevoir en vous disant de manière constante ce qu'a dit Laurent Wauquiez depuis des mois, c'est qu'avec nous, il n'y a pas et il n'y aura jamais d'alliance avec le Front National et avec l'extrémisme. Pourquoi ? Parce que le Front National prône le repli sur soi alors que nous sommes profondément européens, et parce que le Front National est l'héritier de valeurs d'exclusion alors que nous sommes des héritiers du gaullisme, ce qui n'a rien à voir. Nous sommes patriotes. Nous ne sommes pas nationalistes. En revanche, je m'oppose à cette opposition binaire et à ce débat simpliste qu'Emmanuel Macron est en train d'installer et qui voudrait que lorsqu'on n'est pas progressiste comme lui, on serait populiste. Mais alors je vous pose la question. Le général de Gaulle, puisqu'il n'était pas progressiste, vous pensez qu'il était populiste? Eh bien cette manière de voir les choses de manière aussi simpliste et manichéenne est en fait une insulte aux valeurs du gaullisme. Ce sera l'articulation probablement de la campagne d'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, donc vous serez, vous, progressiste avec des populistes, c'est ça? Non, on ne sera pas patriote, on sera lucide, on sera européen, et surtout on sera pour des solutions concrètes et des projets précis, plutôt que de céder aux affrontements binaires pseudo-moraux insupportables. Ce sera une belle campagne, merci Geoffroy Didier. Merci.